tous et bienvenue dans votre journal à la une de l'actualité ce soir. Can Total Énergie Côte d'Ivoire 2023, les matchs comptants pour la première journée de la compétition se poursuivent. Après la Côte d'Ivoire, la Guinée équatoriale, c'était au tour du Sénégal de prendre le dessus sur son adversaire ce lundi du côté de Yamoussoukro. Le bilan de cette première rencontre vous sera donné dans ce journal. Et puis nous mettrons le cap du côté de la Zambie où l'épidémie de choléra sévit pour aller nous enquérir du dispositif sanitaire mis sur pied dans le but de lutter contre la maladie. Voilà pour les titres, les détails juste après. Bienvenue à tous, nous ouvrons ce journal par l'économie et nous mettons le cap vers le Nigeria. La raffinerie du groupe Dangote va bientôt mettre les produits pétroliers finis prêts à la consommation sur le marché. La méga raffinerie a commencé à produire du carburant avec pour objectif de mettre fin aux pénuries qui touchent les populations. Plus de précisions dans ce reportage. La raffinerie de pétrole du groupe Dangote a franchi une étape importante ce 12 janvier. La plus grande raffinerie de pétrole d'Afrique a commencé à produire selon une annonce de la société, mettant ainsi fin à une attente de plusieurs années pour une usine qui pouvait augmenter la capacité de raffinage dans une région fortement dépendante des produits pétroliers importés. Le Nigeria, l'un des plus grands producteurs de pétrole d'Afrique, mais importateur des produits pétroliers raffinés pour son usage propre, devrait pouvoir mettre un terme aux difficultés auxquelles le pays fait face depuis de nombreuses années. Car lors de la cérémonie d'inauguration de l'installation l'année dernière, l'homme d'affaires Dangote avait déclaré que l'usine devrait répondre à 100% des besoins du Nigeria en essence, en diesel et en kérosène à pleine capacité de production. Et au moins 40% des produits pétroliers fabriqués dans l'usine seraient également disponibles à l'exportation. Même si, selon les experts, la raffinerie Dangote n'est pas une solution miracle à la crise énergétique du Nigeria, certains citoyens expriment déjà l'espoir que la nouvelle usine contribuera bientôt à réduire les prix du gaz à la consommation qui ont triplé par rapport à l'année dernière après que le gouvernement ait mis fin à des subventions. Du côté du Cameroun, le gouvernement camerounais interdit la réexportation de son riz vers les pays voisins. Le ministre du Commerce, Luc Magloire-Mbarga Atangana, a instruit au gouverneur des régions du Cameroun de réviser le dispositif de l'interdiction de la sortie du pays du riz camerounais vers l'extérieur dans leur unité de commande. Une décision similaire avait été prise au premier semestre 2022 sur le riz camerounais. Patricia Mendo. C'est dans un contexte actuel de faible disponibilité du riz sur le marché international et du renchérissement concomitant des prix à l'importation que le ministre du Commerce, Luc Magloire-Mbarga Atangana, a instruit au gouverneur des régions du Cameroun de réviser le dispositif de l'interdiction de sortie du pays du riz camerounais vers l'extérieur dans les unités de commandement. Une décision similaire avait été prise au premier semestre 2022 sur ce même produit. Par la suite, d'autres produits de grande consommation, à l'instar du ciment, du sucre, farine de blé et huile. L'objectif étant d'assurer sa disponibilité sur le marché local. Depuis la période de fête de fin d'année 2023, les marchés camerounais sont exposés à une instabilité dans l'approvisionnement de certains produits agroalimentaires de grande consommation, à l'instar du riz. Selon le récent rapport de la Commission technique de réhabilitation des entreprises publiques,
Au 31 décembre 2022, la Société d'expansion et de modernisation de la riziculture de Yagua, SEMRI, a produit environ 60 444,8 tonnes avec un rendement de 6 tonnes par hectare au cours de l'année 2022. Pour booster la production locale, les experts de la CTR pensent que la SEMRI doit bénéficier d'un soutien en tant que premier producteur national de riz, dont le potentiel de production est de 120 000 tonnes par an, à savoir la maintenance des équipements mécaniques de labour et l'aménagement hydraulique, l'amélioration des conditions d'exploitation des rizières afin d'accroître leur productivité et les revenus des producteurs, la mise sur pied d'un programme de sensibilisation pour l'incitation des riziculteurs à adhérer massivement aux campagnes de rizicoles, entre autres. C'est dans cette optique que le gouvernement s'est doté d'une stratégie de développement de la filière riz de 385 milliards de francs CFA dans le but de porter la production locale du riz à 750 000 tonnes d'ici l'année 2030 et diminuer ainsi les importations qui dominent le marché. Parlons éducation. Le préfet du Ndiérem interdit la flânerie des élèves hors des établissements scolaires pendant les heures de cours. Il justifie cette mesure par des impératifs de sûreté et d'ordre public. Ainsi, tout élève surpris en position d'irrégularité sera interpellé par les forces de maintien de l'ordre ou de la gendarmerie de la place. Plus de précisions avec Patricia Mendo. La flânerie des élèves des établissements scolaires est interdite dans le département du Ndiérem, région de la Damawa, depuis le 10 janvier dernier. La décision a été prise par le préfet Roger Safo dans un arrêté signé il y a quelques jours. L'autorité administrative menace de faire interpeller les élèves de sa circonscription administrative qui iront à l'encontre de cette interdiction. Cette mesure intervient à la suite de plusieurs déviances comportementales des élèves telles que la recrudescence de l'indiscipline caractérisée de la part des apprenants, des retards abusifs et répétitifs dans les établissements, la présence des élèves hors des campus scolaires aux heures de cours en tenue, ainsi que des violences en milieu scolaire. Ce n'est pas la première fois qu'une telle mesure est prise par les autorités locales. En octobre 2022, le commissaire de police principal Germain Djakedi, commissaire de la sécurité publique de Yagua, en l'extrême nord, avait décidé de réactiver la lutte contre l'école buissonnière pour limiter les échecs massifs aux examens de fin d'année. Et même, récemment en février 2023, Richard Marcel Tam Linkeng, le sous-préfet de Penka-Michel dans la région de l'Ouest, avait mobilisé les forces de l'ordre pour poursuivre et interpeller les élèves flâneurs. Des mesures qui participent donc à la lutte contre l'absentéisme scolaire, le décrochage et à la déscolarisation. Nécrologie, le journaliste satirique et présentateur de l'émission Le Journal Le Bien est décédé. Le cardinal Aristide Ier a succombé à une longue maladie ce dimanche 14 janvier 2024 à l'hôpital général de Douala. Le journaliste humoriste qui avait finalement rejoint la CRTV s'en va après un long moment d'absence sur la scène. Son portrait nous est dressé par Michel Solange. La nouvelle est tombée ce dimanche au milieu de l'effervescence autour de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est lui qui dénonçait avec une touche d'humour, au point de mettre tout le monde d'accord, s'est éteint après plus de 20 ans de carrière. Aristide Benga Yankwa, de son vrai nom, le cardinal Aristide Ier était animateur, journaliste satirique et chroniqueur. Il fait ses premiers pas à la TV Max, une télévision privée en 2001. Il y anime une émission satirique sur la presse dénommée Revue et corrigée de la presse. Il va y passer quelques années avant de rejoindre une autre chaîne de télévision privée connue, la STV.
C'est ainsi qu'il met sur pied cette émission qui le révèle au public, le journal du bien. C'est à travers cette émission qu'il va conquérir les cœurs du public camerounais. Après plus de 10 ans à la STV, le cardinal Aristide Premier va rejoindre en 2016 la Cameroun Radio and Télévision, la CRTV, le média public camerounais. À la CRTV, il va animer un micro-programme de 3 minutes, orthographe. C'était d'ailleurs le dernier projet à part les chroniques présentées dans plusieurs autres émissions de cette télévision. L'éducateur, l'humoriste, le journaliste qu'il était s'en va, laissant derrière lui un riche héritage. Car à travers lui, beaucoup ont appris et se sont inspirés. La journée mondiale sans pantalon, célébrée le 13 janvier dernier, donne lieu de se questionner sur la façon dont les jeunes l'abordent de nos jours, avec défiance et sans respect du lieu indiqué, et à cause de l'effet de mode. Juliette Malisnga revient sur cette journée, sa symbolique et les critères de choix du pantalon approprié. À l'origine, la journée mondiale sans pantalon était célébrée au mois de mai et elle a depuis migré en janvier. L'idée étant de profiter de la liberté qui est associée au fait de ne pas porter de pantalon. Cet événement avait été initié par le groupe new-yorkais Improv Everywhere, un collectif qui s'est fait remarquer par l'organisation des flash mobs humoristiques, la manifestation appelée No Pants Subway Ride, se déroulant uniquement dans le métro. Rendu à sa 15e édition, l'événement est suivi dans une soixantaine de villes reparties dans de nombreux pays. Il s'agit là d'une célébration à la fois insolite et énigmatique, mais qui trouve tout son sens au fait que de nos jours, il est impossible de voir un individu qui n'a pas de pantalon dans son dressing. Le problème étant les dernières versions de pantalons et la façon de les arborer. Dans la rue, les usagers en font une pollution visuelle. D'aucuns les mettent soit trop moulants, en dessous de la taille, dévoilant ainsi leurs sous-vêtements pour les femmes, ou sur les cuisses, ou déchiquetés pour les garçons. Le dernier à la mode est appelé cargo ou baggy dans les années 2000. Au vu de tout cela, il y a lieu de s'interroger. Peut-on se passer du port du pantalon? Ou encore, et si on interdisait le port du pantalon? Rappelons qu'à la base, le pantalon n'était arboré que pour les montées à cheval et les femmes le mettaient comme sous-vêtement. Ce n'est qu'avec la signature d'un décret en 1800 qu'il leur autorisait à le mettre en toute quiétude. Toutefois, le problème réside dans la façon de l'arborer. Il faut choisir en fonction de sa taille, de sa morphologie et du lieu où l'on se rend. Je vous l'annonçais en titre, épidémie de choléra en Zambie, plus de 350 morts. Les populations zambiennes font face à une épidémie de choléra dont les conséquences sont énormes et essentiellement humaines. Dans l'optique de lutter contre la maladie, les pouvoirs publics appellent les populations à quitter les zones urbaines, dites-vous, Cyril Akono. Un décès et près de 9000 cas actifs dans tout le pays selon les médias locaux. Ce sont les chiffres de l'épidémie de choléra qui fait des ravages en Zambie. La maladie, transmise par la consommation d'eau et d'aliments contaminés, a créé une atmosphère de tension insupportable devant le stade Héroïs de Lusaka, où les familles attendent avec désespoir des nouvelles de leurs proches, pris en charge au sein d'un centre dédié aux malades. Le président, dans une adresse à la nation jeudi dernier, a appelé les populations à quitter les villes pour s'installer dans les campagnes, considérant que le manque d'hygiène dans les zones urbaines, avec une population nombreuse, favorise la propagation de la maladie. Le choléra est une infection diarrhéique aiguë causée par le vibrion cholérique, bactéries mobiles aux exigences nutritionnelles modestes, dont l'homme essentiellement et dans certains cas, les environnements sont le réservoir. La maladie résulte de l'ingestion d'aliments ou d'eau contaminée. La ministre de la Santé zambienne, Sylvia Masebo, lors de sa visite au centre de prise en charge des personnes victimes, a exprimé sa compassion en conseillant aux proches de ne pas assister aux funérailles pour risque de contracter la maladie.
Politique à présent et allons à Madagascar, 10 jours après la reconduction de Christian C au poste de Premier ministre. Un nouveau gouvernement a été mis sur pied. 27 ministres au total, parmi lesquels l'on note la présence de nouveaux visages qui seront donc au service de la politique de l'État. Les précisions dans ce reportage. Ils seront au total 27 ministres et 9 secrétaires d'État à travailler pour mettre en œuvre la politique de l'État. À Madagascar, le nouveau gouvernement a été mis sur pied. La composition de celui-ci a été annoncée ce dimanche au soir, un peu moins d'un mois après l'investiture du président Andry Rajoelina, élu pour un second mandat le 16 novembre dernier. De nouvelles têtes font leur apparition 10 jours après la reconduction de Christian T au poste de Premier ministre. Sur les 27, ils sont 15 à avoir été reconduits, dont 14 au même poste. On notera ainsi la garde des Sceaux, la ministre de l'économie et des finances ou le ministre de l'Intérieur, en passant par l'éducation nationale, la santé ainsi que le tourisme, entre autres ministres ayant conservé leur poste. En revanche, 2 ministres régaliens dévoilent de nouveaux visages. C'est le cas de la Défense nationale et des Affaires étrangères qui seront respectivement gérés par le général de division Saïvelo Delphin, ancien chef d'état-major des armées, et Yvette Silla, ancienne directrice chargée de l'expansion économique au ministère des Affaires étrangères, pour ne citer que cela. Tous ont prêté serment ce dimanche lors de la cérémonie d'annonce du gouvernement et se sont engagés notamment à ne pas céder à la corruption. Par ailleurs, la nomination des 9 secrétaires d'État pour renforcer l'équipe actuelle aura lieu dans les prochains jours. Hors de nos frontières, à présent, aide humanitaire, les Nations Unies veulent 4,2 milliards de dollars pour l'aide humanitaire à l'Ukraine. L'Organisation des Nations Unies a fait l'annonce ce lundi en précisant que le précédent appel aux dons à l'Ukraine n'a été financé qu'à hauteur de 64%. Michel Solange-Noah suit cette actualité. Parmi les aides urgentes, l'ONU met un point d'honneur sur les besoins des enfants. Le besoin de l'ONU pour l'Ukraine est estimé à 3,1 milliards de dollars, un montant revu à la baisse par rapport à 2023 où il était de 3,9 milliards de dollars. Ce montant a été revisé car l'ONU a choisi de se concentrer sur les besoins les plus urgents. 14,6 millions de personnes, selon les Nations Unies, auront besoin d'aide humanitaire en 2024 en Ukraine, soit un taux de 40% de la population, dont 8,5% à atteindre en priorité. Au sujet des réfugiés, l'Agence de l'ONU pour les réfugiés a récemment lancé son plan d'aide lors d'une conférence de presse à l'Office des Nations Unies à Genève. Ce plan vise à la collecte de 1,1 milliard de dollars pour venir en aide aux quelques 6,3 millions de personnes qui ont fui l'Ukraine, d'après les explications de Filippo Grandi, chef de l'Agence de l'ONU pour les réfugiés. Ouvrons la page spéciale Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Après donc la Côte d'Ivoire qui a gagné son premier match face à la Guinée-Bissau 2-0. Le Sénégal a donc renversé la Gambie cet après-midi avec un score non revendicable de 3 buts contre 1. Tandis que les Lions indomptables du Cameroun ont été tenus en échec face à la sélection guinéenne sur un score de parité, un but partout, et les Lions indomptables viennent rejoindre l'Égypte qui a fait 2-2 contre la Mozambique, ainsi que le Cap-Vert qui a renversé le Ghana.
Nous continuons avec cette page sportive et nous parlons de l'arrivée de André Onana. Une semaine après l'arrivée de la sélection camerounaise à Abidjan, l'un des gardiens restés en club, avec la permission des dirigeants, les a rejoints ce jour très tôt dans la matinée, alors que les Lions indomptables s'apprêtaient à livrer leur tout premier match de la compétition. Les circonstances de cette arrivée tardive avec Juliette Malisinga. André Onana est bien arrivé en Côte d'Ivoire aux premières heures de la journée. Le gardien de Manchester United a foulé le sol ivoirien ce jour à 4 heures passées de 55 minutes, puis il continuera à Yamoussoukro. Il lui a été permis par les dirigeants camerounais de rester en club pour la rencontre entre son Manchester United et Tottenham Hotspur avant de pouvoir rejoindre le reste de la sélection. La rencontre qui s'est soldée sur un score de parité, 2 buts partout, étant donc achevée, il a pris le vol en direction d'Abidjan hier aux encarbus de 23 h. Il a été bloqué malheureusement à l'aéroport d'Abidjan à cause des intempéries, l'orage qui s'abattait sur la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Alors que le Cameroun affrontera cet après-midi la Guinée-Conakry à 17 h au stade Charles Konambani de Yamoussoukro, 18 h heure du Cameroun, pour le compte de leur premier match dans cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. La grosse interrogation et peut-être la surprise est de savoir est-ce que André Onana sera parmi le 11 entrant de cette rencontre si l'on sait que le premier match est décisif pour la suite de la compétition. Et s'il est effectivement aligné, sera-t-il performant alors qu'il revient d'une rencontre cruciale dans son club ou encore alors qu'il revient d'un long voyage bien qu'à bord d'un jet privé, Just Wait and See. Nous poursuivons avec cette page spéciale Can Total Energies 2023, la défaite surprise des Ghanéens contre le Cap-Vert. La sélection capverdienne s'est donc imposée hier face au Black Stars du Ghana sur un score de 2 buts contre 1. Un match comptant pour la première journée de la Coupe d'Afrique des Nations Total Energies Côte d'Ivoire 2023. Grosse surprise pour les supporters ghanéens. Vous nous dites Cyril Akono. Les Black Stars du Ghana ont raté leur entrée en lice dans le groupe B de la Coupe d'Afrique des Nations de football Total Energy Côte d'Ivoire 2024 en s'inclinant contre le Cap-Vert sur un score de 2 buts à 1. Il n'a pas fallu plus de 17 minutes à la première période à la sélection du Cap-Vert pour inscrire le premier but qui va plonger les supporters ghanéens dans un optimisme amoindri. Revenu à la seconde période, c'est à la 60e minute que les Black Stars vont inscrire le but d'égalisation, plongeant les fanzones dans une immense euphorie. L'optimisme devient encore grandiose dans les cœurs des supporters qui voient un deuxième but pour le Ghana avant la fin du match. Mais dans le temps additionnel, le Cap-Vert reprendra l'avantage et l'emporte 2 buts à 1. Les supporters ghanéens espèrent que les Black Stars feront mieux lors de la deuxième journée face à l'Égypte, finaliste de la dernière édition, tenue également en échec lors de la première journée par le Mozambique sur un score de 2 buts partout. Nous fermons cette page spéciale Can Total Energies Côte d'Ivoire 2023, mais nous restons en sport et nous parlons toujours du football avec l'éliminatoire du mondial U20 de football féminin. Les Lions indomptables du Cameroun sont bien partis. Elles se sont imposées ce vendredi 12 janvier à Alexandrie en Égypte, 4 buts à 2 lors d'un match aller auquel elles prenaient par le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o. La victoire des Lions a été acquise grâce aux réalisations de Lamana Sophie à la 13e minute, Lamine Mana qui inscrit un doublé à la 29e et 77e minute et Kiki Meva qui a scellé le sort des Égyptiennes à la 93e minute de jeu. Elles prennent une large avance lors de ce match aller avec cette belle victoire. Ndjap Naomi Eto'o et ses camarades doivent absolument remporter le match retour prévu le 21 janvier 2023 à Yaoundé au Cameroun.
C'est avec cette information que nous mettons un terme à cette production. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie des programmes de votre télévision et retrouvez tout à l'heure à 21h Esteban Basson dans le cadre de votre émission Santé spirituelle. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain lorsqu'il sera 20h sur les antennes d'Africa Plus News. D'ici à là, portez-vous bien. Bonsoir.